Je vais procéder en 3 temps. Je vais vous présenter les androgynes spirituels, la fusion des âmes, très à la mode dans cette fin siècle symboliste, occultiste, spirit et autres. Je vous présenterai ensuite l'androgyne féminin et l'androgyne masculin. Curieusement donc, cette génération qui adhère au principe de dimorphisme sexuel vont prendre pour modèle d'idéal en amour la figure de l'hermaphrodite. Alors que Guedes, dans The Evolution of Sex, écrit « Aujourd'hui, l'hermaphrodisme peut être interprété comme la persistance d'un état primitif ou d'une réversion vers ce dernier. » Eh bien, alors qu'on a peur, on sait qu'on descend du singe, mais on ne veut surtout pas y retourner, eh bien, la figure idéale qui transcende la guerre des sexes est un hermaphrodisme spirituel qui repose sur la fusion des âmes avec des corps qui se ressemblent, voire qui fusionnent. Donc l'androgyna spirituel ou la fusion des âmes. Dans les mythologies indiennes, vous aviez un personnage qui s'appelait, excusez-moi la prononciation, Ardhanarisvara, qui était la fusion de Shiva et de Sakti. Vous remarquerez à droite un corps féminin avec un sein saillant et de l'autre côté un poitrail masculin. Même chose au niveau des jambes, un pantalon coupé contre un pantalon long. Vous allez me dire, on parle des civilisations européennes et on regarde vers les androgynes primitifs des mythologies hindoues. Mais c'est la grande époque de ce qu'on appelle la théosophie qui va créer une fusion des religions et en particulier va se tourner vers la religion bouddhiste et hindoue, très à la mode dans les sociétés symbolistes de la fin du XIXe siècle. Eh bien, c'est sur ce principe symboliste qu'un peintre comme František Kupka va peindre ce tableau. Il arrive de Bohême orientale, il a été médium à Vienne, il travaille comme illustrateur et graphiste à Paris, il est proche des cercles de l'avant-garde de la famille de Duchamp et de Villon. Il deviendra le Kupka que vous connaissez, qui est un peintre abstrait, mais en attendant, il a fait partie de cette génération symboliste qui adhère à la notion d'androgyne. Dans la guerre des sexes, il y avait quand même un problème. L'homme était obligé de cohabiter avec une épouse, l'art de prendre femme, de Mantegazza. Il était obligé pour assurer la reproduction. Il n'avait pas le choix, on n'avait pas encore trouvé d'autre solution. Et bien là, nous avons une solution alternative, c'est-à-dire une reproduction asexuée. Vous avez un nénuphar, ou plus exactement un lotus, qui donne naissance à une sorte de soleil lotus, lequel lui engendre un fœtus humain. Il n'y a pas ici de rapport sexuel, la race humaine se reproduit de manière asexuée, grand bonheur. Nous ne sommes plus obligés de nous marier. Et voici l'âme du lotus, toujours de Kupka. Je vais faire un gros plan sur le personnage de droite. C'est ce fœtus qui a grandi, qui sort du lotus. Je vous rappelle que le lotus, et chez les Égyptiens et chez les Hindous, est un symbole de renaissance des âmes, un symbole de fertilité également, et un symbole d'amour. Et bien le voilà, il enfante de notre nouvelle race humaine qui est quelque peu androgyne. Regardez ce corps de jeune et faible par la maigreur, alors que le poitrail est plutôt une poitrine de jeune adolescente ici. Jean Delville, l'amour des âmes. Jean Delville, on le reverra à plusieurs reprises aujourd'hui, était un des grands maîtres académiques bruxellois, belges, qui enseignera à Bruxelles après avoir enseigné à l'Académie de Glasgow. Il écrit La mission de l'art en 1900 en platonicien, on verra cela plus tard, mais en wagnérien. L'art pour Wagner, comme pour Jean Delville, a pour fonction de régénérer cette race humaine décadente. Et c'est un message de régénération qu'il transmet à travers sa peinture. Et qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez, on va faire une petite description iconographique, vous avez ce qui semblerait être un soleil au-dessus, mais le soleil est en fait en bas à droite, dans un graphisme très
Art Nouveau. C'est en fait la fleur du lotus aux 1000 pétales, symbole de renaissance des âmes. Vous avez ensuite deux corps dans une position christique. Je vous rappelle pourquoi Jésus-Christ avait été cloué et crucifié, donc cloué sur la croix et crucifié, pour le rachat de nos péchés. Le premier des péchés fut celui d'Ève, qui, par une certaine concupiscence, par un certain désir, amena à la chute de l'humanité. Eh bien ici, vous avez dans cette position christique deux corps qui se ressemblent et qui ne sont plus dans une position de péché. De péché, il n'y en a plus, ils l'ont racheté par la fusion de leurs âmes. Leurs âmes se ressemblent extraordinairement. On n'est pas dans un androgyne, mais presque. Regardez le corps du garçon, c'est le mâle, certes, mais ce corps est aussi fin que le sien, à peine plus grand, ils se ressemblent. L'un et l'autre disposent leur tête les yeux fermés, parce que ce sont des âmes de part et d'autre. Il y a une symétrie et un accord conjugal parfait ici. Nous ne sommes plus dans le cas de figure où je vous ai montré tout à l'heure, le culturiste et la femme anabolique. On a une véritable fusion des âmes. L'androgyne ou des corps qui se ressemblent est le vecteur de paix pour cette génération qui pourtant croit, dur comme fer, au dimorphisme sexuel dans leur quotidien. Il y a également une origine biblique, plus précisément hébraïque, à l'androgyne. Dans les premiers temps, fut Dieu qui créa l'homme, vous le savez, c'est la Genèse. Eh bien, à l'origine, l'homme aurait été un androgyne. Le mot Adam, en hébreu, s'écrit Adam, et signifie non pas l'homme, mais l'humanité. Et Dieu créa Adam dans la Genèse, verset 1-27. Il le créa à son image. À ma connaissance, il créa l'humanité, puisqu'il a créé Adam, c'est l'humanité, homme et femme à son image. Qu'on le sache, il n'y avait pas un homme d'une part, une femme d'autre part. En Dieu, il n'était qu'un. Et c'est ainsi qu'une partie de la révision kabbalistique hébraïque va considérer que le premier homme, c'est-à-dire cette première humanité à Adam, était androgyne, d'où cette représentation de Chagall, juif je vous rappelle, qui crée le premier homme, le premier Adam, une figure androgyne avec une femme d'un côté, un homme de l'autre. Et ça n'est que dans le verset 2-22 de cette même Genèse, dirons-nous, qu'il a séparé l'homme de la femme. Donc à l'origine, Adam était une figure androgyne. Et la séparation de l'homme et de la femme préfigurerait la séparation des éléments. Ces quatre éléments, on les retrouve ici. Vous avez quatre poètes qui ont aidé Chagall. Le premier, Canudo, eau pour l'eau. Ensuite, Apollinaire pour l'air. Suivi de Walden pour Wald, le bois en allemand, donc la terre. Et en dernier, Sandras, la cendre, le feu. Donc vous retrouvez ici les quatre éléments. Je vous disais donc que la séparation d'Adam et d'Ève préfigure celle des éléments, c'est-à-dire celle de l'univers. Or, pour retrouver l'âge d'or, les alchimistes pensaient regrouper, fusionner ces quatre éléments pour recréer l'or. Eh bien, pour retrouver l'âge d'or humain, il faut recréer cette fusion, d'où l'idée que l'androgyna amènera à une paix sur Terre. Avec Jean Delville, l'oubli des passions. Donc vous avez cette idée que pour oublier cette guerre entre les sexes trop cataboliques et trop anaboliques, il fallait finalement, d'une manière esthétique seulement, spirituelle, surtout pas dans le quotidien, assurer une fusion des corps ou tout au moins une fusion des âmes qui se ressemblent. Vous avez ici la couleur bleue qui donne la dimension spirituelle de l'oubli des passions. Vous avez une femme dont le bras est assez puissant, presque masculine, dont le visage et le profil se découpent de manière très similaire à celle de l'homme. L'homme, par contre, est certes musclé, mais extrêmement allongé, ce qui le rend féminin. Quant aux organes génitaux, ils ont disparu entre ses cuisses pour ne pas trop marquer l'écart entre l'homme et la femme. Et puis, vous avez William de Gouffedeninck. Il était né français d'une grande famille aristocratique, mais de Gouffedeninck
va très tôt, ses parents, après la bataille de Sedan, rejoignent Bruxelles, Spa puis Bruxelles. Et il va très vite rejoindre le groupe des symbolistes, le groupe des vins, la libre esthétique. Il épousera la sœur de Verhaeren, il est proche de Maeterlinck, donc très proche du noyau dur du symbolisme belge. Et le voici avec les anges de la nuit. On n'a pas l'habitude de représenter des anges en couple, s'embrassant, comme celui de gauche ici, ou volant, deux corps côte à côte sous cette forme androgyne. Cette forme androgyne est reprise au Suédois Emanuel Swedenborg du XVIIIe siècle, qui avait été un grand scientifique, un grand théologien et un grand mystique à la fin de sa vie. D'autres diront qu'il était épileptique. Passons. Dans son mysticisme de fin de vie, il écrit un livre, L'amour vraiment conjugal, suivi des voluptés de l'amour scortatoire, c'est-à-dire l'amour malsain. Mais dans son texte sur l'amour vraiment conjugal, il décrit la nature céleste du véritable amour terrestre conjugal. Si deux êtres se sont suffisamment bien entendus, si leur amour est suffisamment profond, ils accéderont au statut de séraphins et vivront après la mort dans une unité céleste infinie. Donc, on en prend pour l'éternité. Pas de sang. L'influence de Swedenborg, vous en avez peut-être entendu parler quand on fait référence au livre de Balzac, Séraphita, qui est publié en 1834, qui aura été réédité au XIXe siècle 7 fois, ce qui est rare, il avait connu un grand succès. Et Séraphita, l'histoire d'une superbe jeune femme aimée de Siegfried, mais qui est également aimée de Mina, qui voit non pas Séraphitan, mais Séraphitus, parce qu'il est l'androgyne parfait, et il est puissamment intelligent, il est superbe, il est beau, il est élégant, et à la fin du roman, il s'élève vers les cieux, et il s'élève, cet être suprême s'élève vers les cieux en séraphin. Donc il y a cette idée de séraphin, d'ange androgyne. Je vais maintenant passer à deux autres formes d'androgyna, et la première va être celle de l'androgyna féminin, ce qu'on appelle la gynandre. Des femmes, à la fin du XIXe siècle, dans les icônes, dans les archétypes des tableaux de l'art, vont être masculinisées, ce que vous allez voir dans un instant. Alors bien sûr, je ne vais pas passer par le freak show des femmes à barbe, non, c'était les femmes les plus désirées, et ce que les commanditaires réclamaient aux plus grands peintres, en particulier aux pré-raphaélites qu'on va voir maintenant. Vous avez ici la première version de Lady Lilith qui a été peinte sur le modèle de Fanny Cornforth, et Leland, je crois, qui en était un commanditaire, a probablement demandé à ce qu'on change le visage de la jeune fille. Et voici la Lilith telle qu'on la connaît aujourd'hui. Il a changé le modèle, peu importe, mais il y a quelque chose d'un peu gênant dans ce visage. D'abord, sa taille envahissante fait qu'elle est puissante, elle est grande, ce qui est systématiquement le cas chez Rossetti. Il y a une saturation de l'image. Regardez sa mâchoire, elle est carnassière, le menton presque en galoche, plutôt masculin. On apprenait dans les cours d'anatomie que pour créer un cou féminin, il fallait le rendre plus allongé, mais on ne vous disait pas le rendre plus large. Or, la fusion systématique du cou avec la partie haute du dos crée un effet d'élargissement du cou. Elle est masculinisée. On reprend ici Rêverie de Rossetti. Il a utilisé cette fois Jane Morris comme modèle, qui était sa maîtresse, mais également l'épouse d'un de ses proches amis, William Morris. Ce genre de choses chez les pré-raphaélites était assez fréquent. Jane Morris était une femme, je crois qu'elle était fille de palefrenier, elle était d'un tout petit milieu social, mais elle a su s'élever, devenir une véritable lady avec les années. Elle n'était pas connue comme une femme puissante, castatrice, pas du tout. Elle était douce et légère, semble-t-il. Or, sur tous les tableaux, elle a quelque chose de masculin. Cette fois, regardez, on retrouve la mâchoire carnassière, mais c'est la taille des mains et la taille des pieds qui me gênent. Ce sont des tailles hors normes, presque masculines. Pia del Tolomei, c'est toujours Jane Morris ici. Regardez la mâchoire, les lèvres, on n'est pas tout à fait à l'aise, masculine, féminine, le menton, le cou est allongé mais il est également élargi. Quant aux mains, elles sont d'une puissance très masculine ici. Proserpine était cette
jeune femme capturée dans le royaume, dans les enfers, dans le royaume d'Hadès, qui selon les légendes pouvait échapper 6 mois de l'année. Peut-être que c'était une façon de parler de Jane Morris qui échappait de temps à autre dans les bras de Rossetti lorsqu'elle échappait donc à son mari. Là encore, regardez le cou, la mâchoire, le menton, les lèvres. Avec Astarté syriaca, la masculinisation est encore plus marquée. Vous avez un tableau qui est très grand, presque trop grand d'ailleurs pour le salon de son acheteur. Astarté syriaca était une ancêtre de Vénus, mais dans le cas présent, Rossetti l'appellera également Vénus Astarté. Elle est à la fois guerrière et déesse vierge. La puissance ici masculine n'est pas évidente, sinon par le port d'une ceinture qui la rend phallique, mais regardez surtout ces anges à la fois femmes et à la fois guerriers. Ils ont des bras de guerriers, mais les visages feraient penser à des femmes par le rouge vermillon des lèvres, le presque maquillage, le bleu des yeux, mais regardez ces coups, ils sont trop puissants, on voit presque les glottes, ils sont masculins. On est là dans la figure androgyne, archétypale de la beauté des pré-raphaélites. Regardez un autre tableau de Rossetti, The Blessed Damoiselle, c'est ces anges sur lesquels je vais me concentrer. S'agit-il de jeunes éphèbes, de jeunes filles? Difficile à dire. On adore ce genre de figure. Burne-Jones, même chose. Lorsqu'il représente le pauvre enchantement de Merlin qui subit le sortilège d'une femme qu'il avait déjà charmée, qui est Viviane, le voici devenu anabolique. Il s'endort, on a une situation d'inversion totale. Quant à elle, elle est cette sorcière avec une coiffure proche d'une tête de méduse, mais regardez ce cou et ce profil, il est masculin. Lorsque le même Burne-Jones peint son Laus Veneris, éloge de Vénus, pour la petite histoire, vous avez, regardez la tapisserie, dans la tapisserie pré-raphaélite, c'est extraordinaire, vous avez toujours des détails croustillants qui donnent l'arrière-fond du sujet. Vous avez ici une sirène, et à gauche donc une sirène, et à droite Vénus en triomphe pendant que Amour tire sa flèche. Et bien la flèche, elle va atteindre Tannhäuser, qui est ici, le chevalier. Il jette un coup d'œil sur le mont de Vénus et va y rester enfermé quelque temps. Il tombe sous le charme de Vénus, finalement il finira par échapper, il va voir le pape pour demander pardon et le pape lui dit « il y a autant de chances que tu sois pardonné que ma férule fleurisse », il se trouve qu'elle a fleuri et Tannhäuser ne le saura jamais. Passons. Ce qui m'intéresse, c'est que cette Vénus qui atterrit, qui attire jusqu'au Tannhäuser, regardez son cou, regardez ce profil. S'agit-il d'un jeune éphèbe ou d'une jeune femme? Elle est masculinisée là encore, alors qu'elle est l'archétype de la beauté féminine qui attire, Vénus. On retrouve cette même logique avec Knopf. Alors lui, on ne sait pas exactement ce qu'il a fait avec son modèle, on part d'un rapport incestueux puisque son modèle était sa sœur. Elle est ici à droite. Regardez donc ce tableau qui présente le sphinx en présence d'Œdipe. Le sphinx a ce visage à la plastique presque masculine, la puissance du menton et de la mâchoire, mais surtout regardez cet homme, il est lui féminisé. Œdipe a comme du rouge, une pointe de rouge à lèvres et il est fardé. Cette femme qui revient de manière chronique chez Knopf, je vous disais, est donc sa sœur. La voici dans Qui pourra me délivrer, Le sang de Méduse, étude de femme avec cette mâchoire puissante. On dirait un androïde, on dirait aujourd'hui. Voilà ce que Jean Delville a pu en dire. Knopf a créé un type de femme idéale. Sont-elles vraiment des femmes? Ne sont-elles plutôt des féminités imaginaires? Probablement. Les femmes n'étaient pas masculines à ce point-là. Elles relèvent à la fois de l'idole, de la chimère, du sphinx et de la sainte. On le savait déjà. Elles seraient et sont plutôt des androgynes plastiques, des symboles subtils conçus selon une idée abstraite rendue visible. Ce sont des androgynes et celle-ci dépend d'une idée abstraite. Oui, surtout, on ne voulait pas d'androgynes parmi nous. Nous avons donc vu qu'il existait un type de femme qui était donc androgyne. Le problème vient de la chose suivante. On a vu que les femmes étaient dégénérées, qu'elles étaient ataviques, pardon.
comment voulez-vous créer un modèle d'icône de perfection humaine à partir d'un être atavique? Finalement, la gynandre est une simulation, c'est un leurre. On ne pourra jamais obtenir des femmes un véritable androgyne. Et c'est Joseph Péladan, pardon, le Sar Joséphin Péladan, Joséphin, Joséphine, il s'était comment on pourrait dire, androgénéisé, merci, à travers son prénom. Il a écrit plusieurs livres. Je vous ai déjà parlé du vice suprême publié en 1884, qui reprend tous les vices dont la femme est responsable. Avec une délectation, il y a juste 3 viols de vierges pour un seul roman, ça fait quand même beaucoup. Et il considère que, quelques années après, il va écrire La Gynandre. Et il considère que ces femmes qui veulent être des androgynes ne pourront jamais l'être, qu'elles abusent de leur statut, qu'elles singent le véritable androgyne, mais qu'elles ne pourront pas l'être parce que ce ne sont que de faibles femmes. Et il écrira un autre livre qui s'appelle la même année, L'androgyne, dans lequel il explique que le seul et véritable androgyne ne peut être que l'homme féminisé, parce que la femme est un terrain pourri, en quelque sorte, est un terrain décadent sur lequel ne croîtra jamais une bonne race d'androgynes. Il considère que le retour de l'androgyne sur Terre mettra fin à l'éternel retard du retour du Saint-Esprit sur Terre, c'est-à-dire le millénium, l'Apocalypse, et que, à cause de la concupiscence des femmes et leur manque de chasteté qui attirait et pervertissait les hommes, eh bien, ce retour du Saint-Esprit était toujours repoussé. Et grâce à la figure de l'androgyne mâle, eh bien, enfin, nous aurons un retour du Saint-Esprit. Il était très catholique aussi. Je vais donc passer à l'androgyne masculin, l'homme féminisé. Quand vous voyez cette photo de Joseph Péladan, il est le Sar Péladan, il avait créé un groupe, enfin une société kabbalistique du nom de la Rose plus Croix. Regardez-le avec cette petite robe mouchetée, les épaules bouffantes, n'est-ce pas? Il est féminisé, il est ce véritable androgyne. Et il dit que toutes les autres interprétations lascives sont des conceptions diaboliques parce que son androgyne est chaste. Il parle de l'homme à propos de l'androgyne. L'homme qui charme et demain œuvrera, Siegfried qui s'ignore, chérubin s'évaillant et page d'aujourd'hui, écuyer de demain, bachelier étonné, émusant au bord de l'adolescence, premier duvet aux lèvres et premier trouble au cœur, joli balbitueur qui découvre un cou nu, blanc comme un bras de femme, l'os à toi. Il y a 300 pages où il termine chaque verset ou presque par l'os à toi et il décrit le fameux androgyne. Il a condamné la gynandre dans son livre La Gynandre. Eh bien non, le véritable androgyne doit être chaste et le voici homme, Siegfried, chérubin, page, écuyer, bachelier, etc. c'est-à-dire le jeune éphèbe. Les voici donc nos jeunes éphèbes, ils sont là. Toujours d'elles vive la mortée d'Orphée. Rapidement, Orphée a définitivement perdu Eurydice, s'étant retourné à la sortie des enfers. Il refuse de chanter, les bacchantes le supplient un peu violemment, il refuse encore, il sera déchiqueté, sa tête jetée dans le fleuve. La voici cette tête, dans sa lyre. Il est superbe, admirez le cou du jeune garçon, ce visage d'éphèbe, mais l'effet lumineux d'un clair de lune peut-être lui donne cet aspect diaphane qu'on appréciait tant chez les femmes de la fin de siècle. Ses cheveux superbes, cette blondeur crantée, féminin, masculin, les deux peut-être, androgyne. Et puis sa lyre s'est transformée en une sorte de bijou. Regardez cette merveilleuse pierre précieuse ici. Et ce qui m'interpelle également, c'est la présence de coquillages. Je vous signale que ces coquillages sont les attributs de Vénus. Il est à la fois Vénus et le mâle, il est l'androgyne dans toute sa splendeur. Edward Burne-Jones, toujours, lorsqu'il trace les dessins pour Saint Marc l'Évangéliste, qui décore quand même l'église du collège d'Oxford. Eh bien, pour Saint Marc, il va prendre une figure de jeune femme. Regardez déjà la courbure de la main.
Et son modèle n'est d'autre que Maria Zambucco, avec qui il a eu des affaires. C'est un homme marié, Burne-Jones, il va tenter de s'échapper avec elle. Il y a une histoire de suicide au laudanum à Venise entre les deux. Il ne s'est pas suicidé finalement. Elle faisait partie des 3 grâces, des 3 stunning, des canons, on dirait aujourd'hui, londoniens. C'est donc un modèle de femme qui prend pour sa marque. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, une réponse simple, c'est parce qu'on considérait que la beauté iconique, archétypale du mâle de l'époque était efféminée. Pygmalion et Galatée. Pygmalion, c'est un homme puissant qui modèle l'image de sa future épouse, Galatée. Quand il est peint par Jean-Léon Gérôme, vous voyez un homme catabolique, regardez ses muscles, il a les pieds noircis, c'est un homme d'extérieur, c'est un homme actif, et il n'est pas dénudé en face de la blancheur de la statue. Eh bien, dans le cycle de Pygmalion d'Edward Burne-Jones, on n'a pas tout à fait la même chose. Alors je dis dans le cycle, il y en avait 2, il y en avait un en grisaille qu'il avait fait quelques années auparavant, et celui-ci. Je m'arrêterai sur 2 tableaux de la série. La première, les désirs du cœur. Pygmalion, geste légèrement efféminé, il est dans le doute, dans l'indécision, qui était plutôt féminin, la passivité féminine. Les 3 grâces semblent l'inspirer derrière, mais avec cette pose, ce visage, la lumière qui rend cette peau diaphane et cette longue tunique, s'agit-il d'un homme? S'agit-il d'une femme? Non, il s'agit de l'androgyne, l'icône de beauté du 19e. Maintenant, vous avez The Hand Refrain, toujours dans cette 2e série de Pygmalion. Regardez-le, il a l'air effrayé, stupéfié par la beauté de la jeune femme. Ce n'est pas très catabolique. Autre série, le cycle de Persée. Je vous en ai présenté 6, il y en a beaucoup plus. On va en voir quelques-uns. Persée ici vient de recevoir des nymphes ses sandales ailées. Regardez le profil de Persée et le profil de cette nymphe. Ce sont exactement les mêmes. Le même nez, les mêmes lèvres, le même menton. On a le même visage, le même prototype archétypal de beauté pour les femmes et pour les hommes. Le dimorphisme européen dans tout cela, oublié. Or, ce sont les mêmes hommes qui lisent nos anthropologues et qui vont le défendre au jour le jour, dans leur foyer, et qui, dans leur foyer, mettront ce type de peinture. Voici maintenant Atlas pétrifié, faute d'avoir accepté de donner l'hospitalité à Persée. Persée s'envole. Je vous avais présenté l'autre fois, quand on avait fait les icônes de féminité, les femmes volantes. Eh bien, ici, on a Persée en apesanteur, ce qui était plutôt féminin. Et vous avez un Atlas qui m'intéresse. Il a le corps musclé des figures de Michel-Ange. Je vous rappelle que Michel-Ange était un homosexuel. Il adorait ce type de corps et tous le savaient à l'époque, surtout à la fin du 19e, vous le verrez dans un instant. Et puis surtout ce visage pétrifié. Lorsqu'on a été pétrifié, en général, le visage devrait être déformé. Là, on dirait un visage d'amoureux transi qui regarde l'amant s'éloigner ainsi. C'est tendancieux quand même. Persée arrive pour délivrer la jeune femme. Regardez, il a l'air plus stupéfait qu'elle de sa présence. Il est à nouveau effarouché. Andromède, elle, semble assez tranquille. Il est là maintenant chevauchant le monstre marin. Il va le trancher, il le tuera. Mais c'est elle pour un instant qui m'intéresse. Regardez son fessier, ses hanches, son bassin. Est-il vraiment féminin? J'en suis pas convaincue. Quand je le compare à cette statue grecque qu'on appelle l'éphèbe justement de Saarbrücken et que j'en fais le tour, c'est un garçon. C'est un physique de garçon qui a très certainement servi de modèle à Andromède pour Burne-Jones. On continue les inversions systématiques. On a un jeune chevalier efféminé tandis qu'elle est masculinisée. Les voici donc, ce couple devant le miroir, enfin plus exactement une fontaine qui leur sert de miroir. Pour finir de la conquérir, Persée lui présente la tête de Méduse, tête qui pétrifie toujours, d'où la nécessité de la voir indirectement à travers un miroir. Regardez ce deux visages, si ce n'est pour le décalage des couleurs du visage, les profils, là encore, sont exactement semblables. Toujours Burne-Jones, Philiste et Démophon. Ce tableau avait choqué
pour son impudicité, il le refera avec les organes génitaux masculins cachés par le drapé. Mais une fois que c'était caché, je me demande si on pouvait reconnaître Phyllis de Démophone, sauf à connaître le mythe. Parce que si vous faites un gros plan sur les visages, certes, elle est très féminine, mais lui, il a le visage émacié des jeunes femmes anaboliques à la mode qui copiaient Tribli et autres femmes faibles de la mythologie, des légendes et des textes et des poésies du XIXe siècle. Nous poursuivons avec la figure de l'androgyne masculin qui pousse à une figure spirituelle qui est l'amour entre hommes selon l'idée platonicienne. Jean Delville avec cette merveilleuse école de Platon. Vous voyez ici un Platon en Zeus à l'Olympe ou en Christ prêchant ses apôtres, des apôtres absolument charmants, enlacés les uns avec les autres, couronnés de fleurs, ils sont plus proches de la nature comme des jeunes femmes. Lorsque je regarde le ventre de ce corps drapé en jaune sur la gauche, c'est un ventre presque féminin, les muscles de l'Hercule de Farnèse n'apparaissent point ici. Quant à ce jeune homme assis à gauche, il aurait comme un soupçon de poitrine. Nous sommes face à des éphèbes superbes, féminins et efféminés. L'amour entre hommes est chaste. Vous avez à gauche le symbole de la luxure, mais également le symbole de la reproduction, le pan. Mais c'est un albinos, il est blanc, il est pur, il est vierge, donc de luxure il n'y en a plus, il n'y a plus que le charme des sens, chaste bien sûr. Ou pas tout à fait, mais finalement c'est pas gênant. Revenons au titre, l'école de Platon. Platon est très connu avec le banquet, qui met en scène plusieurs personnages qui chacun va produire un discours quant à l'origine de l'amour chez les hommes. Le premier que je citerai aujourd'hui, c'est le texte de Pausanias. Pausanias a distingué deux formes d'amour qui marquera l'histoire de l'art pendant des siècles. L'amour céleste, l'Aphrodite céleste plus exactement, qui se pratique entre hommes et qui est un amour à la fois du corps et de l'esprit, que vous avez donc ici. Je dis donc un amour entre hommes, de l'esprit, mais du corps également. Mais c'est une forme d'amour supérieur. Et puis vous avez l'Aphrodite populaire, l'amour populaire, qui lui est beaucoup plus bateau, commun, entre personnes de sexes opposés dans un but simplement de reproduction, donc bien moins intéressant. Quand vous regardez ces jeunes hommes enlacés, effectivement, vous avez affaire à des couples qui ont un rapport sensuel, mais qui correspond à un amour céleste supérieur. Dans ce même banquet, vous avez également le fameux texte d'Aristophane, qu'on connaît en général. À l'origine, les hommes étaient des sphères, où un corps d'homme avec un corps était uni. Ils avaient donc deux paires de bras, deux paires de jambes, et avaient une vitesse de rotation qu'il fit qu'ils défirent les dieux. Il y avait trois types d'humains, je vous disais donc, sphérique, homme-homme, femme-femme, et l'androgyne, homme-femme. Défiant les dieux, Zeus décide un jour de les détruire. Mais il en avait fait autant avec les titans, et il se dit finalement, j'apprécie trop leurs offrandes pour les détruire, je vais juste les punir en les tranchant en deux, séparant ces couples homme-homme, femme-femme, homme-femme. Dès lors, ces couples mutilés ne pensèrent qu'à une chose, c'est à se retrouver. Ils se retrouvaient, mais les organes étaient dans un sens, la tête était dans l'autre. Les dieux prirent pitié d'eux, ils rattachèrent les chairs, firent un nœud qui devint le nombril, tournèrent la tête et les organes dans le même sens pour que ces êtres puissent à nouveau être réunis. Sauf que le couple androgyne, homme-femme, était considéré comme secondaire, vil, parce qu'il servait la seule reproduction de la race. Le couple supérieur était celui-là, le couple homme-homme, qui produisait une
richesse intellectuelle que le couple androgyne homme-femme n'aura jamais. D'où la supériorité de l'amour homme-homme chez les platoniciens que vous avez ici. Walter Pater était une des grandes figures de ce qu'on appelle the aestheticism chez les Anglais, donc de l'esthétique fin de siècle anglais. Il était professeur à Oxford, spécialiste en littérature, et dans sa spécialité de littérature, il a écrit entre autres sur Winckelmann. Winckelmann, c'était le critique d'art allemand du XVIIIe siècle qui a œuvré à la redécouverte de la beauté grecque, ces hommes superbes, n'est-ce pas, admirés par les critiques d'art allemand, le critique d'art allemand, et il a œuvré dans le retour du classicisme et en particulier de ce qu'on appellera le néoclassicisme. Walter Pater écrit dessus en disant que cet amour pour la beauté grecque était absolument asexué, bien sûr. Il écrit également un certain nombre de monographies sur Michel-Ange, sur Léonard de Vinci, homosexuel connu, sur Botticelli, on n'en est pas tout à fait sûr, et un certain nombre de ces monographies vont être reproduites dans son fameux texte de 1873, Les études sur l'histoire de la Renaissance. Et il justifie le caractère androgyne, efféminé des figures de Leonardo, éventuellement de Michel-Ange ou de Botticelli, par le fait qu'elles aient la validité de la Renaissance, la validité historique. Donc on va émuler la Renaissance, on va émuler les Grecs en prônant un certain homoérotisme intellectuel dans les arts. Il se trouve que Walter Pater, comme beaucoup d'entre eux, eut quelques difficultés lorsque les lettres furent saisies et que certains ont voulu le faire chanter, car c'était des lettres d'amour à un jeune étudiant, ce qui arrivera assez fréquemment. Passons. Le voilà, donc là, la figure androgyne de Léonard de Vinci, Saint Jean-Baptiste, tout en douceur, et puis vous savez, pour avoir été caricaturé par Dali avec des moustaches ou par le fameux LHOQ de Duchamp, le côté androgyne de Mona Lisa qui était peut-être un modèle masculin. Ces figures sont au cœur, j'allais dire, du patrimoine artistique, des préférences, des icônes de la génération fin de siècle anglaise, qu'on appelait aussi les décadents, ne l'oublions pas. Edward Burne-Jones, ici, va émuler avec la roue de la fortune le drapé de Botticelli sur la figure sur la gauche, qui est donc une allégorie de la fortune, qui tourne une roue, qui élèvera et ensuite écrasera trois personnages, un esclave, le roi et le poète. C'est sur le roi que je vais me concentrer maintenant. Cette position un petit peu tordue, un historien d'art la reconnaît, c'est celle du Saint-Sébastien, peint par un certain Giovanni Bazzi qui avait un certain goût pour les jeunes assistants éphèbes au duvet, comme le décrivait Péladan dans son texte sur l'androgyne. Il était d'ailleurs surnommé le Sodoma, son nom l'indique. Saint-Sébastien est aujourd'hui le saint patron des homosexuels, mais déjà il était la figure préférée d'une certaine homosexualité admise à la Renaissance, pour s'être fait pénétrer par de multiples flèches et mourra de flagellation. On a droit aux deux. Quant au corps maintenant, il a des proportions qui me rappellent les proportions des figures masculines nues de Michel-Ange. Réfléchissons un peu. Pensez-vous vraiment que la beauté, à la fin du XIXe siècle, quand on considère finalement l'atavisme de la femme, pouvait continuer à laisser le privilège de la beauté aux femmes? Non. Et les écrivains nous le disent très bien d'ailleurs. Péladan, toujours dans l'androgyne, écrit la chose suivante. Comparez le coq et la poule, le lion et la lionne. Par quel renversement des idées normales sommes-nous venus à considérer que nous avons le droit d'être laids et que la femme incarne la beauté? Elle lui est inutile puisque la concupiscence suffit à attirer et à retenir l'homme. Donc, c'est non par la beauté qu'elle a attiré l'homme pendant des siècles, c'est par la concupiscence. Et puis, j'en profite pour faire un détour par un texte antérieur de La femme de Arthur Schopenhauer, extraordinaire. Il a fallu que l'intelligence de l'homme fût obscurcie par l'amour pour qu'il ait appelé beau ce sexe, il parle des femmes, de petite taille,
aux épaules étroites, aux larges hanches et aux jambes courtes. Au lieu de le nommer beau, il eût été plus juste de l'appeler l'inesthétique. Donc vous voyez ce qu'il pense de la femme, courte sur pattes, hanches larges, épaules étroites, inesthétique. Les femmes n'ont ni le sentiment, ni l'intelligence de la musique, pas plus que la poésie ou les arts plastiques. Ce n'est chez elles que pure singerie, pur prétexte, pure affectation exploitée par le désir de plaire. On ne peut pas constituer un icône de beauté à partir de la femme. Elle n'en vaut pas la peine. Et il est vrai qu'à la fin du XIXe siècle, un certain nombre d'allégories qui étaient réservées au corps féminin vont être désormais représentées à travers le corps masculin, vous allez voir. William Adolphe Bouguereau, tout d'abord, grand peintre académique de la deuxième moitié du 19e, peint l'amour mouillé. L'amour mouillé est normalement une figure masculine, l'amour, Cupide. Et pourtant, il est là dans une position toute féminine, la pudeur. Un pied au-dessus de l'autre pour cacher ce sexe que je ne saurais voir. Mais l'aile est là aussi pour cacher sa pudeur. En général, on ne cache pas le sexe de Cupide, il est libre. Le geste maintenant, c'est le geste de ce que j'appelle la Vénus pudica. Les Vénus pudica en général ont un bras disposé vers le haut et un autre sur leurs organes génitaux. Ici, les deux sont croisés. Quant au visage, s'agit-il d'une jeune fille ou non, je vous rappelle qu'on retrouve le côté diaphane et les yeux noircis, tant à la mode chez les jeunes filles de l'époque. La coiffure, légèrement frisée avec un bandeau bleu dans les cheveux. Une jeune fille, surtout que cette pose des bras croisés, je vous ai dit, est celle de la Vénus pudica, que vous retrouvez chez ce même Bouguereau quelques années avant dans la frileuse. On avait déjà vu la frileuse ensemble, je vous disais que la femme est une éternelle enfant. Et donc, on retrouve les gestes de la femme adulte de la Vénus pudica chez l'enfant, ici, la frileuse. Donc, les rôles sont interchangés. Au lieu d'avoir une jeune femme dans la position de la frileuse, vous avez un jeune garçon. Vous aviez une autre frileuse qui était celle de Houdon, qui avait fait scandale en 1783 pour vous montrer la généalogie de cette position attribuée aux femmes. Sauf que celle-ci était jugée impudique et qu'on n'a pas pu la présenter au salon. On a bien essayé de la cacher dans un coin, mais le problème, c'est quand on en faisait le tour, la pudeur tournait à l'impudeur. Le jeune éphèbe vole à la femme donc les prérogatives du beau. Regardez ce tableau en peinture sur la gauche, le gros plan est en noir et blanc. Vous avez un drapé qui cache le sexe. Il est par nature masculin parce que s'il y a un sexe, c'est qu'il y a phallus. Sinon, il n'y en a pas et on ne le cacherait pas, les Vénus en général. Donc si le drapé le cache, c'est qu'il y a un phallus. D'ailleurs, il est masculin étant donné la marque de part et d'autre du triangle abdominal, ou plus exactement du pli de laine repris au statuaire grec. Quant au reste du corps, il est peut-être un peu féminin. Il y a un soupçon de poitrine qu'on remarque en particulier dans la version peinte en couleur. Quant au visage, garçon, fille, je suis incapable de vous répondre, et les cheveux longs. Vous avez ici le prototype de l'androgyne. Vient ensuite ce jeune Ulysse, il est beau, il est superbe, il est l'éphèbe dans toute la splendeur. C'est la nudité masculine qu'on admire à travers ce jeune buste et ce jeune corps. Et puis il y en a un autre qu'on appelle le baron Wilhelm von Gloeden, qui est un Allemand qui travaille à Taormina, photographe, et qui va produire toute une série, des centaines de clichés. Comme par hasard, 60% des clichés ont été détruits par les nazis pour leur penchant homo-érotique. Et pourtant, d'homo-érotisme à l'époque, il n'en est pas question. Qui achète ces tableaux? Oscar Wilde, d'accord. Mais derrière, il y a Anatole France, il y a Gabriel d'Annunzio, le roi de Siam, Édouard VII, et le Kaiser Guillaume II. Le Kaiser Guillaume II, on ne peut pas le taxer d'homo-érotisme. Ou alors il y a tout un pan de l'histoire qui reste à découvrir. Regardez ces photos. Ici, Pan, le jeune éphèbe avec un soupçon de duvet et quelques cornes. Une nudité, mais toute grecque, scènes antiques. Il porte les sandales grecques.
Terre de feu, des fessiers superbes, mais il s'agit là encore de scènes érotiques. Wilhelm von Gloeden, toujours les scènes érotiques avec ses fessiers particulièrement appréciés, mais nous restons dans la décence du statuaire grec transformé en photo. Et puis bien sûr les trois grâces. Les trois grâces désormais sont des jeunes garçons. En Angleterre est publié un magazine du nom de The Artist, qui sera dirigé jusqu'en 1894 par un certain Ken Jackson. Et Ken Jackson avait un très net penchant pour les figures comme Oscar Wilde en particulier et Michel-Ange, vous savez pourquoi. Un article va paraître qui s'appelle « La nouvelle chevalerie » que je vous lis ici. Dans l'ancienne chevalerie, c'est-à-dire à l'époque de l'amour courtois, comme la fleur d'une société primitive et imparfaite, on a connu l'exaltation de l'idéal de la jeunesse féminine. Ça, c'était avant, c'était une société, une chevalerie primitive. Mais maintenant, la fleur de la civilisation à venir, propre à la nouvelle chevalerie, consacrera l'exaltation du masculin jeune et superbe. D'ailleurs, les plus avancés de nos congénères anglais, justement, regardent déjà vers la beauté masculine. Dans le passé, la beauté avait été conditionnée et confinée à un type de beauté que l'on trouve dans des êtres simples, juste capables d'augmenter la population. Vous le savez, les femmes. Désormais, la population de l'Allemagne, de la France et de l'Angleterre est suffisante pour qu'on puisse se consacrer à un amour supérieur, l'amour entre les hommes, la nouvelle chevalerie. Il revient en fait à un autre discours du banquet de Platon qui est celui de Phèdre. Le discours de Phèdre disait la chose suivante: il existe un amour supérieur, c'est l'amour entre les hommes qui rendrait invincible une armée, parce que les liens d'amour sont tels et de fierté, on veut démontrer à son amant sa puissance, que placés côte à côte dans une armée, ils seraient invincibles. D'où une autre justification de l'amour entre les hommes. Mais jusque-là, je vous signale que nous sommes dans des pays où l'homosexualité est condamnée de prison. Vous connaissez l'histoire d'Oscar Wilde. Alors que ces mêmes hommes commandent des tableaux avec des hommes, avec des prototypes de beauté masculine et féminine. Le paradoxe est là, on va maintenant le regarder de plus près.